Bonjour ou rebonjour, retour dans la voie libre pour ce numéro exceptionnel consacré à l'avenir de nos campagnes. Alors que s'ouvre ce week-end à Paris, vous le savez, le salon de l'agriculture, nous avons installé nos caméras dans la ferme du Buisson à Saint-Fulgent-les-Ormes, un village de moins de 170 habitants dans le Perche. D'ailleurs, on salue les habitants, les élus et les chefs d'entreprise du secteur qui sont parmi nous et qui participent d'une certaine manière à cette opération. Nous sommes ici loin des villes. Caen est à 2 heures de route, Alençon à 3/4 d'heure, Paris à 1h30 de voiture. Comment faire vivre les campagnes? C'est la question que nous vous posons ce midi. Et vous allez le voir, on ne manque pas d'idées. À quelques kilomètres d'ici, justement, on trouve la cidrerie du Perche. Elle vient de se doter d'un nouveau bâtiment qui respecte les règles de l'environnement, de respect de l'environnement. Elle accueille chaque année plusieurs milliers de visiteurs. On en parle juste après, mais voyez ce sujet de François Romain et Mathieu Bellingen. Architecture futuriste sur les collines de l'Hermitière. Le bâtiment se veut résolument contemporain, réalisé selon les fameuses normes haute qualité environnementale. Derrière la modernité, la tradition du verger d'abord, où tout commence. On a créé entièrement l'activité il y a 20 ans. Aujourd'hui, c'est 15 hectares de verger en reconversion à l'agriculture biologique donc depuis 2 ans. C'est 100 000 bouteilles produites, tout produit confondu. Le cœur de l'activité, c'est évidemment le cidre. Il est là, dans ces énormes cuves, en cours de fermentation naturelle. On est en train de demander avec les collègues du secteur une appellation d'origine contrôlée cidre du Perche. Et la particularité de nos cidres, tout d'abord, c'est que ce sont les cidres de Normandie qui sont produits le plus loin de la mer. Ce sont plutôt des cidres légers, fruités, une attaque légèrement acidulée avec de la rondeur et une finale légèrement amertumée. Il y a aussi ses dérivés, le jus de pomme, le pommeau, le calvados, distillé dans cet alambic authentique qui trône dans la salle de dégustation. Car l'idée de Dominique et de Nathalie, c'est de faire découvrir l'exploitation au public. J'ai le jus de pomme trouble qui n'est pas filtré, qui est avec des pommes douces. Donc lui, il est complet, c'est-à-dire que si vous le retournez, vous avez la pulpe. Quoi, hein. L'idée qu'on avait, c'était de créer un domaine cidricole à l'image des domaines viticoles et de faire venir le public sur notre exploitation. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, c'est une vraie réalité puisque l'agritourisme, pour nous, représente un peu plus de 40% de notre activité en termes de chiffre d'affaires sur l'exploitation. Cette forme d'agritourisme est poussée jusqu'à l'organisation de représentations de théâtre ou d'expositions. Une pratique professionnelle où production et culture sont sans doute la recette du succès. Voilà, 8000 visiteurs par an dans cette cidrerie qui est installée dans un village de 200 habitants. Les chiffres sont là et on peut en parler avec Daniel Génissel. Je le rappelle, vous êtes président de la Chambre régionale d'agriculture. C'est un exemple à suivre justement, la cidrerie du Perche? Ah oui, c'est tout à fait. Enfin, il peut y avoir une diversité de situations et comment dire, de solutions qui peuvent être trouvées au niveau de l'agriculture, de sa valorisation. Donc, que ce soit par le cidre, que ce soit par les produits fermiers, que ce soit par l'accueil à la ferme. Donc, on a plein de choses qui s'organisent, mais il faut effectivement donc que chacun trouve sa place. Comment on s'interroge justement sur l'avenir des campagnes et comment faire revenir la population, ça c'est un exemple qui marche. C'est un tout petit village et chaque année, ce sont des milliers de visiteurs qui passent là-bas. En termes de dynamisme de ces campagnes, c'est un exemple remarquable. On le sait, il y a par rapport à la campagne, donc de la part de nos concitoyens, une recherche de vérité, de naturalité, donc voire une certaine nostalgie. Donc quand ça y répond, mais on l'a vu, ça demande évidemment aussi beaucoup de temps, beaucoup de perspicacité. C'est-à-dire que là, c'est un projet sur 20 ans pour effectivement arriver au bout à ce que ça fonctionne bien, voire très bien. Alors, Nicolas Tison, nous sommes ici chez vous, dans cette ferme du Buisson, à Saint-Fulgent-les-Ormes. Vous exploitez, on va le rappeler très brièvement, 320 hectares de terre, 65 vaches laitières, 25 vaches allaitantes. Mais vous produisez également, c'est une petite niche, je dirais, dans votre production, de l'huile de colza. Là aussi, c'est faire de la qualité, faire venir les gens chez vous à la ferme? Oui, tout à fait. Bon, c'est ce qu'on appelle effectivement une activité de diversification. Qui est très complémentaire des autres activités de l'exploitation.
Bon, ce pressage de graines de colza nous permet effectivement de vendre de l'huile aux consommateurs, donc d'avoir une relation directe effectivement avec nos citoyens de la région. Et aussi en même temps d'avoir une certaine autonomie sur le troupeau à la fois laitier et allaitant, puisque donc ça nous permet de consommer nos tourteaux de l'exploitation. Je voudrais vous poser une question, Nicolas. Vous avez sans doute vu dans la presse cette publicité qui s'affiche en ce moment dans les couloirs du métro parisien et qui toque et qui alerte sur les fameuses salades bretonnes, ces algues vertes. Quel est votre sentiment face à cette publicité ? C'est une bonne chose ou une mauvaise chose ? Plutôt une mauvaise chose, parce que c'est de la provocation. Je pense qu'aujourd'hui, les agriculteurs, dans leur globalité, ont fait des gros efforts. Bon, nous ne nous cachons pas qu'il y a effectivement des problèmes à résoudre. Nous les avons pris à bras-le-corps. Aujourd'hui, ça s'améliore. Il y a des grandes voies d'amélioration. Donc je trouve que ça ne payez-vous pas là, le fait de 20 ans, 30 ans de productivisme ? Oui et non. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'agriculture a eu besoin de répondre à un certain challenge. Bon, effectivement, elle est en pleine évolution. Traduire par ces images l'agriculture d'aujourd'hui, je trouve ça très dommage, quoi. On va demander justement à François Dufour, qui est président de la région consacré, son poste est consacré à l'agriculture. Qu'est-ce que vous en pensez justement de cette campagne de dénigrement ? Je pense qu'au moment d'ouvrir le salon de l'agriculture, c'est sans doute pas le bienvenu. Mais je voudrais dire aussi que nous devons tous coopérer pour, je dirais, réconcilier l'agriculture avec l'ensemble de la population. Et tout à l'heure, je parlais avec M. Lenoir d'un amendement qui a été un amendement d'un député récemment, qui consiste, lorsqu'on reprend des exploitations porcines, par exemple, les unes à côté des autres, il y a une certaine législation qui s'assouplit. Je crois que ce n'est pas la bonne solution. Vous avez voté contre et vous avez bien fait, parce qu'effectivement, je crois qu'on est sur la voie aujourd'hui où la réconciliation est en bonne marche. Et je voudrais aussi revenir sur les témoignages de la cidrerie, de cette exploitation dans la commune qui valorise le porc en transformation. On peut bénéficier de fonds de la région et de fonds européens dans ce domaine. Pour faire de la qualité. Ça, vraiment, on va pouvoir refixer de l'emploi et vraiment réconcilier, je dirais, les citoyens qui viennent habiter dans ces zones rurales. Et s'ils y viennent et s'ils viennent acheter à la ferme, c'est parce qu'il y a un plus par rapport à la standardisation des grandes surfaces. Alors, nous sommes... Je le dis depuis le début de cette émission, à Saint-Fulgent-des-Ormes, dans un département rural, avec des entreprises qui font vivre ce tissu rural. Parmi nous, dans le public, Jacques Fléchard. Bonjour, vous êtes le PDG de la fromagerie Gillot, installée tout près de Briouze depuis 1912. Vous employez 160 personnes. 160 personnes. Vous collectez chaque année 75 millions de litres de lait auprès de 350 producteurs du département. On peut dire d'une certaine façon que le territoire vit en partie grâce à vous. Qu'est-ce qui pourrait faire que tout ça s'arrête ? Je ne pense pas que ça puisse s'arrêter. Justement que dans le sens une entreprise familiale comme la vôtre pourrait être menacée un jour. Ce qui est intéressant, c'est que nous produisons des produits haut de gamme, qui sont moulés à la louche d'une façon manuelle, de la même façon depuis plus de 50 ans. On a des produits qui sont affinés et qui sont vendus sur toute la France. Est-ce que vous exportez un petit peu ? Nous exportons à peu près 10% de notre production, mais il y a certains pays qui se protègent, comme les États-Unis, où on ne peut pas exporter. Et combien êtes-vous d'entreprises à mouler à la louche encore aujourd'hui en Normandie ? On est 5 entreprises à mouler à la louche en Normandie actuellement. Plus quelques producteurs qui font de la production individuelle, quoi. On a parlé de crise laitière en 2009, il y a eu la grève du lait, il y a eu toutes ces difficultés, un prix du litre de lait qui s'est littéralement effondré. Est-ce qu'à un moment vous vous êtes dit qu'il va falloir restreindre le nombre de fermes que nous collectons et faire un choix ? Et est-ce que c'est toujours d'actualité cette question ? Non, nous, on ne recherche pas forcément la quantité, on recherche surtout la qualité du lait. Ce qui est très important, c'est selon quels critères alors ? Vous avez des critères de pâturage, par exemple. Il faut que les vaches soient nourries pendant 6 mois dans les prairies. C'est une obligation. On s'interdit d'utiliser de l'urée, qui favorise la production de lait. On essaye aussi de préconiser la vache normande, qui nous fait un camembert plus typé. Mais face aux agriculteurs, est-ce que vous avez du mal à leur expliquer que l'ensilage n'est pas forcément la meilleure technique pour nourrir des bêtes ? Non, on n'a pas trop de soucis dans ce sens-là, dans le sens qu'on essaie de valoriser leur lait. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir un produit le plus naturel possible.
Alors, on parle de qualité, de savoir-faire, de terroir, le cidre tout à l'heure, la fromagerie Gillot, l'huile de colza qui est produite par Nicolas Tison, Daniel Génissel, et vous l'avez évoqué, on est dans un village de 160 habitants et on vient de très loin pour venir chercher son jambon, sa cochonaille, parce qu'il y a une charcuterie qui existe depuis tout temps. Là oui, effectivement, il y a un autre exemple La ferme du Champ-Romé. Très typé donc, au niveau de cette commune qui est la ferme des Champs-Romé, où est-ce que un agriculteur a décidé, eu égard aux difficultés qu'il pouvait y avoir, donc il y a déjà longtemps en matière de production porcine, de se dire je vais transformer moi-même et directement. Et ça marche. Effectivement, ça a marché très fort, ça marche très fort, et ça fait partie des exemples qui peuvent, j'aurais tendance à dire, se multiplier. Mais maintenant, il n'y aura pas la ferme des Champs-Romé dans chaque commune ou derrière chaque producteur de porc, parce que on le sait bien, c'est pas possible. Ça fonctionne dans un certain pourcentage de capacité, et c'est pour ça qu'il faut surtout ne pas opposer les systèmes les uns aux autres. Il y a des vraies complémentarités, et pour que ça marche, il faut que l'ensemble, j'aurais tendance à dire, de la production fonctionne. Il ne faut pas que ce soit un îlot qui puisse prospérer ici ou là parce qu'il y a une bonne idée, il y a une clientèle, et que le reste ne marche pas. Manuela Béliard, je rappelle, vous êtes présidente du Centre des jeunes agriculteurs dans le département de l'Orne. Votre ferme demain, vous la voyez comment, vous Alors moi, nous au niveau des jeunes agriculteurs, et ça, on y tient très très fort, il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de moule à l'installation. C'est-à-dire que ce que vous montrez là, la niche, la richesse de la Normandie, c'est très bien. Ce que d'autres font à côté, avec du productivisme, la richesse de la Normandie, c'est de l'intensif et de l'extensif. C'est de l'extensif et de l'intensif. Tout ça, c'est la richesse de la Normandie. C'est tous ces agriculteurs et toute sa diversité de production. On va presque arriver à la fin de cette émission. Je vais m'adresser à Jean-Claude Lenoir. Vous êtes député maire de Mortagne-au-Perche. Mortagne, la plus grande commune du secteur, si j'ose dire, avec... Et la capitale du Boudin Noir. Et la capitale du Boudin Noir, on est encore dans la tradition, 4000 habitants. Comment on fait pour résister, garder ces habitants, alors qu'il y a ces grandes villes qui ne sont pas si loin que ça, finalement, Le Mans, Alençon, Paris? Alors d'abord, il faut remarquer une chose, c'est que la population de ce territoire où nous sommes augmente. C'est une particularité. Si vous prenez l'ensemble du monde rural, il a tendance plutôt à décliner. Ici, la population augmente. Il faut dire, ce ne sont pas tellement les naissances, c'est plutôt l'apport de population qui vient de l'extérieur. Donc aujourd'hui, nous avons une population qui a beaucoup changé. Il y a une population agricole. Et dans 10 ans, ça ressemblera à quoi, monsieur Lenoir? Une population, je crois, tournée vers l'entreprise, qu'elle soit agricole, qu'elle soit artisanale, qu'elle soit industrielle. Aujourd'hui, nous avons un grand nombre d'actifs dans le monde industriel. Vous serez surpris de savoir, en Basse-Normandie, le département le plus industriel, c'est l'Orne. La partie de l'Orne la plus industrielle, c'est ici. Alors, nous sommes dans un territoire agricole, mais où l'industrie est importante. Il y a de très grosses entreprises, je pense notamment au Teil, à Bellem, à Mortagne, mais il y a aussi beaucoup de toutes petites entreprises. Venez dans l'Orne, venez dans l'Orne, et surtout les services à la personne. Les services à la personne sont très développés. Pour ce qui est de la santé des enfants, etc. Bref, c'est un pays où il est merveilleux. Merci Jean-Claude Lenoir, merci également à tous les invités, à une partie de la population d'ailleurs de ces secteurs d'avoir participé à cette émission. On se retrouvera la semaine prochaine pour un premier numéro consacré aux élections cantonales. Cette fois, nous nous arrêterons sur les enjeux dans le département de la Manche. Bon week-end, bonne semaine et à samedi prochain.